Bonjour à tous et merci Fred donc de l'invitation pour parler de la mort subite. La mort subite, finalement, ça recouvre quasiment toutes les pathologies pour lesquelles on est ici. Donc moi, je vais me focaliser un petit peu sur une partie de ces morts subites. On va parler un petit peu de la mort subite en général, mais après, je vais surtout vous parler de ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire idiopathique. Donc pour revenir sur la mort subite, on a déjà pas mal parlé depuis le début de cette session. La définition médicale d'une mort subite, c'est une mort naturelle avec une perte brutale de conscience. Alors, la police n'est pas bonne, mais bon, qui survient dans l'heure qui suit le début des symptômes, avec une définition OMS qui est un tout petit peu différente, mais chez un patient qui a une maladie cardiaque connue ou alors qui n'a pas de maladie cardiaque connue. En fait, il faut voir que la cause cardiaque, en fonction la cause de la mort subite, elle est cardiaque dans plus de 70% des cas. Ça dépend un peu des séries et des études, mais en gros, quelqu'un qui fait une mort subite, c'est dans l'immense majorité des cas, c'est le cœur qui est responsable de cette mort subite. Donc la mort, elle est subite parce que le moment et le mode de survenue, il est inattendu et ce mode de décès correspond à environ 60 000 cas par an en France. Donc vous voyez que ça correspond quand même à vraiment un nombre significatif de personnes. La mort subite, c'est un événement qui est quand même globalement rare à l'échelle de notre population, qui touche principalement des personnes plutôt un petit peu âgées. Ici, vous avez donc la distribution de la survenue de morts subites dans une population qui est un peu comparable à la nôtre. C'est des gens qui habitent dans l'Oregon aux États-Unis. Et donc, vous voyez que voilà, le pic d'incidence maximale, il est entre 75 et 85 ans. Donc, c'est un événement qui est fréquent chez les personnes âgées, mais qui survient également chez des personnes plus jeunes. Et donc, c'est souvent le cas quand on a une cardiopathie rythmique et héréditaire. Les cas de mort subite surviennent souvent un peu plus tôt. Il y a une entité un peu spécifique qu'on appelle la mort subite du nourrisson, qui survient chez les nouveau-nés. Vous en avez certainement entendu parler. On ne va pas du tout en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment des causes assez spécifiques et c'est un petit peu en dehors de notre champ de compétences. La première chose, donc cette pyramide, elle est toujours à peu près la même aujourd'hui. Hein, ça, c'était en 2001. Par contre, ce qui change avec le temps sur les 50 dernières années, et ça, on peut s'en féliciter, c'est que la mort subite, de manière générale, a une tendance vraiment à la diminution dans le temps. Les gens dans la population générale font de moins en moins de morts subites. On reviendra un petit peu sur le pourquoi de tout ça, mais en gros, pour vous résumer les choses, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès dans un secteur spécifique de la cardiologie qui est les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les problèmes d'artères du cœur, les infarctus. Les infarctus sont bien mieux prévenus, bien mieux traités maintenant, et donc les gens font beaucoup moins de morts subites, essentiellement à cause de cette amélioration de prise en charge. On en a parlé avec Madame la députée et puis avec des questions qui étaient dans l'assistance. Eh bien, vous voyez que si je prends tous les cas d'arrêt cardiaque extra-hospitalier, donc arrêt cardiaque de cause cardiaque présumée ici, on se rend compte que les gens qui vont sortir vivants de l'hôpital, eh ben, c'est vraiment une minorité de personnes. Le chiffre de 7% avait été évoqué tout à l'heure. Moi, sur cette étude, on a 5,6% des gens qui font un arrêt cardiaque extra-hospitalier qui, in fine, arrivent à être réanimés et sortent vivants de l'hôpital. Et bien sûr, parmi ces 5,6%, en fait, il y en a une majorité qui gardent des séquelles de leur arrêt cardiaque. Donc, ça vous montre que un arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est un événement dramatique, que ces chiffres-là, c'est les chiffres du registre parisien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à nous ici en Gironde. Il y a des populations chez qui on arrive à faire mieux que ça. La population de Seattle, par exemple, ils ont beaucoup travaillé sur ces thématiques-là et ils avaient des chiffres qui étaient similaires à ceux-là. Et maintenant, ils arrivent aux alentours de 15% de survie après un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont meilleurs que ce que l'on peut faire chez nous. Comment est-ce qu'ils ont amélioré cette prise en charge? Essentiellement par l'éducation de la population et par la mise à disposition de défibrillateurs dans un milieu extra-hospitalier.
entre la sortie vivant et la sortie vivant sans séquelles, il faut savoir que par contre, les choses s'améliorent, c'est-à-dire que à partir du moment où les gens arrivent à l'hôpital, maintenant la prise en charge intra-hospitalière, donc la survie sans séquelles, elle a tendance vraiment sur les 30 dernières années à nettement s'améliorer. Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais clairement les choses s'améliorent. Donc, ça nous amène un petit peu à ce que je vous disais en introduction. La cause principale des morts subites, en fait, c'est la maladie coronarienne. C'est marqué en anglais ici, mais en gros, 73% dans cette étude des patients qui ont fait une mort subite, eh bien, c'était à cause d'un problème de coronaire, soit un infarctus, soit un problème plus insidieux. Mais en tout cas, c'est la maladie coronaire qui fait qu'ils ont fait une mort subite. Ensuite, en deuxième position, entre guillemets, il y a toutes les maladies cardiaques qu'on appelle structurelles, c'est-à-dire le muscle cardiaque est endommagé vraiment, mais il n'est pas endommagé à cause d'un infarctus, mais à cause d'une autre cause. Ça représente à peu près 12% des causes d'arrêt cardiaque. Et ensuite, viennent finalement les choses plus rares qui nous intéressent un petit peu plus spécifiquement. Tout ce qui est héréditaire et électrique, purement électrique, donc ça va être tout ce qui est canalopathie. Et ensuite, il y a pas mal d'autres causes aussi, donc les maladies valvulaires, les problèmes de valves, les maladies les cardiopathies suite à une hypertension, et puis des cardiopathies congénitales. Enfin, une fois qu'on a identifié toutes ces causes-là, il reste 5 à 10% des morts subites pour lesquelles on ne trouve pas de cause. C'est-à-dire qu'on va les appeler des fibrillations ventriculaires idiopathiques. D'accord ? Idiopathique, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que on n'a pas trouvé pourquoi les gens font une fibrillation ventriculaire. Pour nous, bien sûr, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que si on ne comprend pas la cause de la fibrillation ventriculaire, pour la traiter derrière, ça va être très compliqué parce qu'on ne saura pas comment éviter que ça se reproduise. D'accord ? Si le patient, on a pu, par chance, donc récupérer sa mort subite, on n'aura pas de traitement adapté à lui proposer. De même, pour faire un dépistage et un travail dans la famille, pour éviter que ça survienne chez les membres de l'entourage, ça va être très compliqué tant qu'on n'aura pas mis le doigt sur la cause de cette fibrillation ventriculaire. C'est pour ça que pour nous, c'est très important, et c'est aussi ce qu'a souligné cette étude, de faire un bilan extrêmement poussé après une fibrillation ventriculaire récupérée. Si on se contente de juste faire une échographie cardiaque, une coronarographie pour exclure un problème de coronaire, eh bien, on va garder un nombre important, donc 5 à 10% de cas chez qui on n'aura pas de diagnostic. Et en fait, on se rend compte que si on fait un bilan plus poussé, on arrive à identifier une cause dans un tiers des cas chez qui on n'arrivait pas à trouver cette cause avec le bilan de première intention. De même, on peut aller encore plus loin en faisant un suivi systématique de ces patients. C'est-à-dire que les patients sont venus, ils ont fait une mort subite récupérée, on n'a pas trouvé de cause. Donc ça correspond à 5% peut-être des gens, malgré un bilan initial très poussé. Et bien finalement, si on fait le suivi de ces patients, si on fait en plus une enquête génétique et donc on attend les résultats, on va chez un 5e des gens environ avoir une réponse. Donc ça nous permet de restreindre encore un petit peu les gens chez qui on n'a aucune réponse à fournir pour la cause de la fibrillation ventriculaire. Ça fait qu'il y a quand même encore à peu près 4% des gens chez qui on n'a pas d'explication à donner à cet arrêt cardiaque. Et donc ça, c'est une thématique sur laquelle on travaille beaucoup à l'IHU et au Centre de référence des maladies rythmiques. On travaille sur cette thématique selon essentiellement 3 angles. Parce que finalement, la mort subite, c'est aussi un vaste sujet en termes de présentation clinique. En fait, malheureusement, l'immense majorité des gens qui ont fait une mort subite vont décéder. Et donc, on va faire une analyse autopsique. Et vous savez peut-être pas comment se passent les autopsies en France, mais les autopsies en France, elles sont essentiellement à visée juridique. C'est pas vraiment des autopsies médicales. Et donc, localement, on essaye de
de recréer une dynamique d'autopsie médicale pour les gens qui ont été victimes de mort subite, avec des analyses très fines de ce qui se passe au niveau du cœur, notamment en utilisant des outils qu'on a ici dans notre laboratoire de recherche. Je vous montrerai quelques images juste pour que vous voyez à quoi ça sert, mais l'objectif, c'est d'essayer de fournir à la famille une explication au décès de leurs proches, globalement. Et après, pouvoir faire de la prévention. Voilà, et bien sûr, explication pour pouvoir prévenir, éviter que ça se reproduise chez d'autres personnes dans la famille. Ensuite, il y a les gens qui ont fait une mort subite récupérée, mais malheureusement, ils sont en état de mort cérébrale parce que les séquelles ont été trop importantes. Et là, c'est pareil, on peut faire d'autres choses un peu plus poussées que chez les gens qui ont le cœur qui s'est arrêté complètement. Que l'on fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cadence. Je ne sais plus, je crois que ça avait peut-être été présenté l'année dernière aux journées, c'est ça? Non, bon, j'en parlerai brièvement également. Et enfin, chez les gens qui ont fait une mort subite récupérée, on fait cette évaluation clinique poussée dont je vous ai parlé. Je ne vais pas passer trop longtemps là-dessus, mais hop, juste pour vous montrer. Donc là, c'est une femme de 30 ans qui était mère de 2 enfants et qui a malheureusement fait une mort subite à son domicile. Et donc l'analyse autopsique de base, si vous voulez, a rien donné du tout. Donc après, nous, ce qu'on fait, c'est une analyse de son cœur. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un IRM 9.4 Tesla. Donc c'est-à-dire que c'est un IRM d'ultra haute résolution qu'on peut faire globalement quasiment que ici. Et ce que vous voyez défiler à l'écran, en fait, c'est des coupes de son cœur. Donc le cœur n'a pas été coupé vraiment, mais l'IRM nous permet de décrire sa structure de manière très fine. Et vous voyez tous les petits détails du muscle cardiaque qui défilent. Et juste pour aller un petit peu plus vite, je vous arrêterai un moment. Donc là, vous avez un muscle qui est globalement sain et on va voir apparaître sur la base, quand j'arrêterai l'image, donc ici, vous voyez le ventricule droit, donc la partie droite du ventricule. Et puis ici, en rond, en anneau, la partie qui est beaucoup plus épaisse, plus musclée. C'est ce qu'on appelle le ventricule gauche qui distribue le sang dans l'ensemble du corps. Et en fait, on commence à le voir ici. Vous avez cette zone-là qui est toute blanche, ici et là. Et ça correspond... Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, vous voyez pas ma souris. Voilà, ici vous la voyez. Voilà. Donc cette zone blanche-là, qui apparaît, qui est très très localisée, hein. C'est une toute petite partie du muscle cardiaque et ça correspond en fait à une cicatrice de ce qu'on appelle une myocardite, d'accord? Donc c'est ça vraisemblablement la cause de l'arrêt cardiaque chez cette patiente. Et cette petite zone cicatricielle, on n'aurait jamais pu tomber dessus avec une analyse autopsique classique parce que on fait des prélèvements un petit peu au hasard dans le muscle cardiaque et ça correspond vraiment à une toute petite zone du cœur et c'est pourtant vraisemblablement ça qui a été la cause de l'arrêt cardiaque chez cette femme. Donc pour nous, c'est important parce que ça va nous permettre de donner des réponses à la famille et puis aussi dans ce cas-là, on va pouvoir leur dire voilà, c'est une myocardite. L'immense majorité des myocardites sont virales et donc ce n'est pas quelque chose qui est transmissible à vos enfants. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous effrayer dans la famille. A priori, malheureusement, c'est un accident, mais il n'y aura pas de conséquences pour vous en tant que proche. Dans le programme Cadence, donc c'est ceux qui ont fait un arrêt cardiaque et qui sont en état de mort cérébrale. On peut faire des analyses encore plus fines au niveau cardiaque. Dans ce cas-là, on utilise des techniques spécifiques où on va vraiment étudier le fonctionnement électrique du cœur très précisément. Ça nous permet là encore d'avoir des réponses à amener aux familles dans certaines circonstances. Et enfin, ça, c'est un petit peu un cas analogue à celui que je vous ai montré sur l'analyse autopsique. Mais c'est un patient qui avait 34 ans, qui a fait une fibrillation ventriculaire pendant l'effort, cette fois-ci. Et tous les examens de routine qu'on peut réaliser étaient normaux. On a fait une cartographie de contact. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait quasiment que dans notre centre. Cette fois-ci, on a identifié qu'il y avait une zone, encore une fois, sur la face externe du cœur, un petit peu dans la même région que pour cette première dame, qui était anormale d'un point de vue électrique et qui était responsable des épisodes de fibrillation ventriculaire chez ce patient-là. Dans ce cas-là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aller brûler cette zone-là, traiter cette zone-là et éviter qu'il refasse des épisodes de fibrillation ventriculaire.
Voilà, juste pour vous dire que en dernière diapositive, je vous ai parlé beaucoup de diagnostic. Je vous ai parlé très peu de thérapeutique parce qu'en fait, les thérapeutiques, elles dépendent vraiment de ce qu'on trouve chez le patient. Mais globalement, bien sûr, il faut traiter le patient, comme vous l'a dit Samuel. Le traitement principal qu'on a, c'est pour éviter qu'il fasse des morts subites, c'est de mettre un défibrillateur. Et chez les gens qui font des fibrillations ventriculaires itératives, il faut éviter qu'ils se servent de leur défibrillateur parce que bien sûr, ça abîme leur cœur et puis c'est bien sûr très traumatisant d'avoir des chocs itératifs potentiellement. Donc ça, on le fait par les médicaments ou par l'ablation, mais encore une fois, il faut comprendre la maladie pour pouvoir la traiter. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyn. Juste dans l'attente, s'il y a une ou deux questions. Sur le chat, il y avait des questions, alors des topos d'avant, donc en attendant les questions pour ce topo-là. J'ai pas été très bon, je pense, dans ma présentation, parce que la question, c'est quelqu'un qui a un QT long. Sa fille a été diagnostiquée et mise sous traitement. Elle pose la question si ses enfants l'auront systématiquement. Donc, le QT long, comme la plupart de nos maladies, elles sont autosomiques dominantes. Donc, ce que je vous disais, c'est que le risque de transmission à l'enfant est un risque sur 2, 50%. Donc non, ils ne l'auront pas systématiquement. Il y a un risque sur 2 d'avoir le gène. Et ce n'est pas parce qu'on a le gène qu'on aura forcément la maladie. Je réinsiste dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on pourra peut-être pouler les questions à la fin sur l'ensemble, parce que comme tu dis, ta thématique regroupe en fait l'ensemble des pathologies, des arrêts cardiaques. Et on parlera peut-être aussi de charge psychologique également avec Aline un petit peu plus tard. Non, pas de questions. Il y a juste, moi j'avais préparé 2 slides pour 2 questions qui avaient été posées au préalable. Juste pour revenir sur pourquoi, il y avait une question qui était intéressante, je trouvais, c'est pourquoi est-ce qu'on ne met pas un défibrillateur? Alors la pathologie d'intérêt, c'était la myocardiopathie hypertrophique, mais c'est une question qui se pose finalement pour toutes les maladies à risque rythmique. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas un défibrillateur à tout le monde? Eh bien, finalement, Samuel en a un petit peu parlé aussi. C'est parce que le défibrillateur, c'est pas neutre, ça fait des complications, ça fait des chocs inappropriés, c'est-à-dire qu'on peut se prendre encore, même si les défibrillateurs ont fait des progrès, des chocs qui sont pas adaptés, qui sont pas nécessaires, et c'est quelque chose qui est bien sûr douloureux et traumatisant. On peut avoir des infections de matériel. Donc Samuel vous a parlé des progrès aussi sur les défibrillateurs qui sont entièrement sous-cutanés, mais ça explique pourquoi on ne met pas un défibrillateur à tout le monde, parce qu'en fait, ça peut faire potentiellement plus de mal que de bien. Quand il y a besoin d'un défibrillateur, bien sûr, par contre, on n'hésite pas, parce qu'on sait que ça marche très très bien pour prévenir la mort subite. Mais c'est la raison principale, en fait. Très bien, merci beaucoup. Juste une dernière question, si on fait une myocardite, peut-on en refaire une systématiquement? Alors, on sait que les gens qui font des myocardites, pour plein de raisons différentes, ont tendance à en refaire. C'est un des problèmes principaux, c'est la récidive des myocardites. Et un point important, c'est que la première myocardite doit être traitée de manière vraiment rigoureuse et agressive et complète, avec un traitement souvent qui est long, qui est un peu pénible pour les patients parce que souvent ils se sentent pas forcément malades. Très rapidement, on se sent mieux quand on a fait une myocardite, mais ce traitement, il faut le suivre. Quand on a des myocardites récidivantes, c'est vrai que ça peut être un problème. Juste pour tout le monde, peut-être parce que c'est pas les pathologies qui nous concernent, c'est pas des choses génétiques, hein, comme tu l'as bien dit, c'est des inflammations du cœur, myocardite, myocarde, inflammation. Hein, donc souvent, comme tu l'avais dit, virale, hein, comme dans l'exemple. Donc c'est pas du tout ce dont on parle là, mais c'est aussi des gens qui ont des pathologies qu'on voit à traiter parce que responsables de troubles du rythme, de la retardation. Et après, je ne sais pas si Romain, tu vas parler un petit peu de ça ou pas du tout. On va passer à la présentation de Romain là-dessus, de toute façon, sur les dysplasies rythmogènes. Donc... Il y a des formes frontières, voilà, justement, entre les myocardites et les dysplasies, donc ça vaut le coup éventuellement d'en parler. Jocelyn. Donc...